Bonsoir Hilaire Picot, on te remercie d'avoir accepté notre invitation à témoignage. Contre le projet Imagiland, Extinction Rébellion Angoulême mène une série d'interviews pour aider l'opinion. Oui, bonsoir. Alors, je m'appelle Hilaire Picot, je suis journaliste freelance, quasi et exclusivement sur le web. Je travaille sur différentes marques médias. Et effectivement, il y a 5 ans exactement, je réalisais un reportage avec Abdel de Bruxelles, un reportage qui a été dessiné et publié dans La Revue Dessinée, qui présentait l'histoire, retraçait l'histoire des grands parcs d'attractions qui ont été conçus à la fin des années 80 et au début des années 90, juste avant l'arrivée de Disneyland Paris en France. Et cette histoire un peu triste montrait que c'était des projets très ambitieux qui ont pour une énorme majorité échoué. Et c'était vraiment un effet de mode de cette période-là. Curieusement, ça revient à la mode aujourd'hui. En effet, dans le contexte actuel, avec le projet Imagiland, on aimerait savoir un petit peu comment est-ce qu'un tel projet pourrait être réalisable et finalement, est-ce que c'est vraiment rentable? Euh, c'est tentant de dire non, si on se base sur le reportage que j'ai fait à l'époque, les personnes que j'avais rencontrées qui avaient travaillé sur ces parcs ou qui avaient participé à l'essor de ces parcs, ou simplement visité d'ailleurs. Il y avait également des gens qui y étaient comme écoliers à l'époque. Des parcs, je vais les citer quand même, histoire qu'on puisse faire un lien. C'était Big Bang Schtroumpf, Lilom, Zygopolis, Mirapolis à Cergy. Alors, tous ces parcs-là ont complètement disparu, donc ça serait facile de dire que non, ça peut pas être rentable et non, ça marchera pas. Mais on pourrait quand même voir ça avec un œil un petit peu plus critique, un petit peu plus poussé, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche, voire est-ce que ça peut se marcher. Euh, il faut bien comprendre qu'un parc, un parc d'attractions, ce sont des hectares et des hectares terrassés, préparés pour accueillir du public. Beaucoup de public. Vraiment une grande masse. Beaucoup plus que ce que peut être aujourd'hui un centre commercial ou ce que peut être un cinéma multiplex. À partir du moment où on fait ce type de construction, on va avoir besoin de faire de la voirie, essentiellement, donc des réseaux. On va avoir besoin de faire venir de l'eau, de l'électricité, des évacuations dans tous sens. On va avoir besoin de bétonner, on va avoir besoin de faire des voies d'accès, que ce soit des routes, peut-être du rail, enfin du moins ça avait été évoqué sur certains parcs à l'époque. Toutes ces choses-là à construire, c'est du lourd. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a des groupes qui savent exactement faire ça et qui sont très très bons pour ça dans le BTP. Une bonne part sont déjà, même dans le CAC 40, aussi bien sur de la construction que sur des réseaux. Suez, Veolia, Vinci, Bouygues, tous ces groupes-là sont des noms très très connus. Euh, le fait est que quand on commence à parler de ça, bah, on imagine plus facilement un chantier avec un tas de sable, des gens avec des casques et des grues. On n'imagine pas des manèges. Et on n'a pas complètement tort. C'est exactement ce qu'est un parc d'attractions. C'est de grosses, grosses sommes allouées pour pouvoir faire ces travaux, d'abord. Puis, on parle de centaines de milliers d'euros, même en me basant sur, en tenant compte de l'inflation, j'ai retrouvé un peu les chiffres des parcs des années 80. Le premier que j'ai interviewé, Mirapolis, il s'est construit avec un petit chèque au début, de inflation comprise aujourd'hui, de 300 000 euros. Avec 300 000 euros, il a pu avoir un accord pour faire. Et ensuite, il est allé chercher des grands groupes, dont Vinci, dont la Générale des Eaux à l'époque plutôt, etc., etc. Donc, tous ces groupes-là participent à faire cette activité. Une fois que c'est construit, un parc, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas envie que ça reste un chantier. Un parc, il fait d'abord de la billetterie. Vous entrez, vous payez. Et une fois que vous avez payé, tout est gratuit. Tout devient accessible. Et ça, c'est très important dans la tête des gens parce qu'ils se disent, ça y est, j'ai payé tout ce que j'avais à payer. Sauf que 50% de la recette d'un parc d'attractions, eh ben, ce sont des produits dérivés. De la nourriture, des boissons, des jouets et des petites choses à ramener chez soi qui finalement servent assez peu. Il est très rare que ces produits soient faits de manière valorisante. On pense souvent à des gadgets chinois, etc., des peluches. Ça peut être bien fait, hein, on pourrait très bien l'imaginer, mais ça coûterait très, très, très cher et on se doute que ce n'est pas comme ça qu'on va faire rentrer des fonds. Donc du coup, je reprends, on a au début de très très gros investissements financiers qui sont faits en partie
par de l'argent public ou par des sociétés qui, elles, ont besoin de faire des grands travaux. Une fois qu'elles ont cet argent et qu'elles ont pu faire les travaux, on va avoir de la billetterie. C'est un public qui vient, on va dire, une fois par an dans le meilleur des cas, puis des dépenses à l'intérieur. Est-ce que ça va marcher? C'était votre question. Est-ce que ça va être rentable? Pour que ça le soit, il faudrait que vous reveniez régulièrement. Sinon, une fois que les 60 millions de Français sont venus, ben, le parc il peut fermer ses portes. On ne peut pas le replier aussi vite, on n'a pas fait des infrastructures pour que ça ferme. Donc la solution, c'est de recréer un engouement. Recréer un engouement, ça veut dire avoir à chaque fois de nouvelles attractions. Le mot attraction, il n'est pas là pour rien, hein. Un parc d'attractions, c'est un parc qui vous donne envie de venir d'abord, et donc de revenir. Pour avoir envie de revenir, il va falloir des nouveaux manèges. Donc on repasse à la case infrastructure. Ou on va avoir des ingénieurs qui vont travailler. C'est-à-dire qu'on va faire des manèges qui ne sont pas simplement de la sensation. On va travailler sur des choses un peu plus modernes ou moins contemporaines. Tout ce qui va être de l'ordre du numérique. Ça peut être aussi bien des écrans, on en manquait par exemple, un écran géant. On pourrait avoir des choses en réalité virtuelle. On pourrait avoir des interactions de type jeu vidéo. Là encore, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez en tête quand vous pensez parc d'attractions? À voir, c'est discutable. On a tendance à rapprocher ça, c'est une culture très française. Le parc d'attractions, on le rapproche des forains. C'est pas forcément indispensable. Mais on pourrait imaginer un parc d'attractions plus moderne. C'est ce qu'avait réussi à Poitiers le Futuroscope, qui a inventé d'une certaine façon une culture de la technologie, de l'image, etc. Ils ont plutôt bien réussi dans ce domaine. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, mais là, du coup, on fait travailler des ingénieurs et des technologies nouvelles. Ça coûte aussi très cher, parce que c'est pas tous les jours qu'on réinvente la réalité virtuelle. Donc quoi qu'il en soit, ça veut dire de très très grosses dépenses pour avoir quelque chose de neuf, je vous rappelle, pour faire venir les gens. Et puis il y a une petite stratégie que tous les parcs connaissent bien et cultivent, et là c'est du terrain, c'est-à-dire qu'on va faire un parc très grand, au moins dans l'apparence, c'est-à-dire que quand on s'y promène, on doit avoir l'impression qu'il y a toujours une zone très grande à laquelle on n'a pas eu accès. Parce que vous vous êtes promené d'un côté, vous n'avez pas vu l'autre. Parce que vous avez fait certains manèges où il y avait une queue, on a essayé que ça soit fluide, que vous ne passiez pas des années à attendre, mais mine de rien, vous attendrez quand même. Et pendant que vous attendez là, vous n'êtes pas de l'autre côté. On est donc en train de créer une frustration qui est celle de « j'en reviendrai parce que je n'ai pas pu faire l'autre manège » ou l'autre attraction, où il y avait trop de monde. La frustration, elle est très liée à un service économique, un système économique qu'on connaît bien, qui est celui de donner envie, mais de ne pas vous laisser l'acheter, sauf si vous revenez, sauf si vous payez, etc. etc., etc. Donc c'est un modèle qui est quand même fait pour frustrer, pour décevoir, alors qu'a priori on vient pour s'amuser. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'il y a deux éléments importants dans ce parc. C'est si on veut que vous reveniez régulièrement, il va falloir faire d'énormes dépenses. Donc soit vous faire payer très cher, c'est sûrement pas l'esprit d'avoir un parc populaire, soit créer en permanence des achats pour vous faire revenir, mais qui ne seront pas forcément épongés par les recettes. Donc on va créer de la faillite, enfin du déficit. C'est pas non plus une bonne solution. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on a vu au tout début, c'est-à-dire une grosse infrastructure, des réseaux, de la voirie. Ça, on sait faire. Ça, on sait très bien le faire. Le CAC 40 est plutôt performant dans ce domaine, on l'a vu. Ce sont des sociétés qui savent faire ça. Une fois qu'elles savent faire ça, on a envie de se dire, est-ce que finalement le but de construire un parc d'attractions, c'est bel et bien de faire venir des gens et de les distraire, ou est-ce que c'est de faire travailler ces grands groupes? Donc, voilà, ma réponse à est-ce que ça peut être rentable? Oui, mais peut-être pas pour nous. C'est peut-être profitable pour d'autres personnes. La filiale de Vinci et Dragon Toon ont vendu aux élus de nombreux emplois à la clé, pardon. Que peut-on raisonnablement en attendre finalement? C'est toujours très difficile à estimer, d'autant qu'à ce stade, Imagiland n'a pas, à ma connaissance, dévoilé ni ce qu'il y aura comme attraction, ni combien de personnes il va employer. J'imagine qu'il y a une fourchette qui a été communiquée, sinon les élus ne se seraient pas prononcés. Je veux dire par là qu'aucun élu aujourd'hui ne se lancerait dans un projet qui ne crée pas de l'emploi. Après, est-ce que ça va en créer beaucoup? C'est une vaste question, parce que j'y reviens, pour faire un parc, il faut différents types de personnes. Il faut des gens en caisse, il faut des gens à l'accueil, il faut de l'animation, il va aussi falloir des ingénieurs pour monter, créer et entretenir la machinerie. Dès qu'on parle manège, dès qu'on parle manège dans le sens forain, on va devoir installer des infrastructures, les monter et en permanence vérifier qu'elles sont fiables et saines. Le moindre accident sur un manège et votre parc peut fermer ses portes.
Vous pouvez être sûr qu'en termes d'image, on ne s'en relèvera pas, même si personne ne souffre ou ne blesse. Ça arrive, il y a des petites attractions qui, à l'occasion, ont des problèmes. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas très très longtemps, c'était arrivé à Disneyland, même si, pour le coup, c'est un vrai métier en permanence. Et ce sont des gens qui travaillent la nuit, bien souvent. Ils ont probablement travaillé aussi pendant les confinements pour entretenir des machines, parce qu'on ne peut pas se permettre le moindre risque. C'est-à-dire que pendant que le parc était fermé, vous pouvez être certain, des équipes venaient entretenir probablement jour et nuit ces manèges. Donc, voilà une sorte de manne en termes d'emploi qui est intéressante. Le truc, c'est est-ce que vous avez ces gens-là à Angoulême? Si oui, si vous avez une école d'ingénieurs qui peut produire ces personnes, alors dans ces cas-là, Imagiland va travailler avec l'école et va récupérer un personnel qualifié qui va servir là. Évidemment, je sépare un peu les emplois moins qualifiés, puisque ça, c'est évident que faire travailler des étudiants à l'accueil, des étudiantes qui vont porter des costumes, particulièrement dans le secteur un peu bande dessinée, on s'imagine tout de suite qu'il y aura du costume, la parade, des choses comme ça, de l'animation, ça, oui. Effectivement, là, on va pouvoir créer un emploi, mais je pense que personne n'a envie de faire ça à vie, donc on parle d'un emploi saisonnier. C'est pas négligeable. On ne peut pas non plus cracher dans la soupe, c'est pas négligeable, mais est-ce que c'est l'emploi qui est attendu? C'est pas sûr. Si vous n'avez pas ces écoles-là, si vous n'avez pas ces ingénieurs-là, on va les faire venir. Et un groupe comme celui qui produit Imagiland, ou du moins l'entreprise qui est derrière Imagiland, a tout intérêt à avoir déjà réfléchi à ces éléments et à les faire venir. Si maintenant on laisse de côté l'aspect forain des manèges et qu'on vient sur les nouvelles technologies, comme on les appelle encore pudiquement, ce qui se fait aujourd'hui, notamment dans le numérique, il y a beaucoup de choses à faire, mais à nouveau, on va surtout travailler avec des studios qui ont pignon sur rue et qui savent déjà ce qu'ils font. Or, dans le milieu, ils sont majoritairement parisiens. Faire venir des Parisiens à Angoulême, ça peut être j'entends diplômés, que ce soit des ingénieurs ou que ce soit des gens de studio, c'est plutôt pas mal si ça permet de faire monter le niveau de vie, j'allais dire, d'Angoulême, et d'avoir des gens d'une classe peut-être pas aisée, mais très diplômée, qui vient amener d'une part ses revenus, sa culture, etc. Mais ça ne fait pas de l'emploi. Ça fait de la dépense éventuellement. Ça fait à venir une catégorie de personnes qui va dépenser différemment d'Angoulême. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais on peut supposer qu'on va créer des emplois précaires ou saisonniers, disons-le comme ça, d'un côté, et de l'autre côté, probablement faire venir une main-d'œuvre d'ailleurs. Ok. En fait, le risque pour la collectivité, qu'est-ce que c'est? Quel risque prennent les collectivités? C'est d'abord, j'en vois deux. D'abord un risque financier. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, le Grand Angoulême ou une quelconque collectivité a déboursé ou engagé des fonds vis-à-vis du projet Imagiland. Si ce n'est pas le cas, ça va quand même se traduire en général par des facilités. Il n'est d'ailleurs pas évident que l'argent est donné. Mais par contre, on va faciliter les choses, faire peut-être des cadeaux. Il ne faut pas l'imaginer avec un gros nœud rouge autour, mais c'est bel et bien l'idée de dire, OK, vous avez besoin d'une route là, on va arranger le PLU pour vous faire une route. On sait que les terrains aujourd'hui sont des terrains naturels, de la forêt. On va probablement, peut-être pas fermer les yeux, mais on va aller dans le sens de, OK, on va trouver une manière pour que vous puissiez utiliser ces terrains sans qu'on ait l'impression d'avoir perdu une partie naturelle. Je laisse cette partie qui est très environnementale, mais il y a ce côté-là. Ça coûte pas forcément, et on pourrait même là aussi voir un côté positif en se disant que il y a une belle conjonction entre d'un côté les forces publiques et de l'autre côté de l'entrepreneuriat. Il y a un autre aspect économique, c'est qu'on va s'investir là à la place d'autre chose. Ce qui veut dire que l'argent ou les facilités qui auront été faites, peut-être des facilités d'impôts, des choses comme ça, ou de l'aide à l'embauche, tous ces éléments-là, on va les faire là. Donc ce sont des recettes en moins pour une ville en général. Donc ces cadeaux, encore une fois, mettons-le sous ce terme-là, c'est des cadeaux qu'on n'a pas fait ailleurs. Et s'il manque de l'argent d'un côté parce qu'on estime que c'est nécessaire, on aura quand même plus de mal à céder de l'autre côté. J'entends par là que d'autres projets qui pourraient demander n'auront probablement pas le même accueil durant cette période-là. Pensez à des associations culturelles, pensez à des associations de solidarité, ou pensez tout simplement à l'ouverture des commerces. Pourquoi je parle de commerce? Parce que bien souvent, derrière les grands projets de parcs,
ce type d'infrastructure, il y a la volonté pour les collectivités, on l'a dit déjà, de créer de l'emploi et de créer une activité économique. Là encore, je mets un point d'interrogation. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, une bonne part des consommations qui seront faites par les visiteurs, qui ne sont pas des Angoumoisins, sont des gens qui vont venir de toute la France, et peut-être même un petit peu de l'extérieur. Là, on sait que l'Allemagne a une culture parc d'attractions qui est assez ancrée. Les Espagnols nous en veulent depuis toujours parce qu'ils étaient censés avoir Euro Disney, que ça ne s'est pas fait, ça s'est fait à Marne-la-Vallée. Mais on peut supposer qu'ils viendront quand même. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez fait les kilomètres, une fois que vous êtes arrivé, que ce soit en train ou en voiture, une fois que vous êtes arrivé jusqu'au parking, vous garez votre véhicule, vous payez votre ticket, vous rentrez dans une zone qui est hors du temps. Et pendant que vous êtes dans le parc d'attractions, vous n'êtes plus à Angoulême. Et d'ailleurs, le but est de baigner dans un univers de dessins animés, de BD. Je dis dessin animé parce qu'il y a le côté animé qu'on n'a pas forcément sur le papier, mais on n'est plus tout à fait dans les Charentes et dans tout ça. On n'est même plus en France. On est hors de tout ça. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on sorte de là après en se disant « Bon, j'ai déjà acheté 2-3 trucs dans le parc, maintenant on va aller acheter les trucs ailleurs. » Quand bien même, poussons jusqu'au bout, mettons que des gens se disent bah, « On a fait une journée à Imagiland, on va maintenant faire une journée à Angoulême et aux alentours. » Qu'est-ce que vous allez consommer? Alors un peu de resto, ça c'est sûr, probablement quelques babioles ou des achats coup de cœur, un Pinot des Charentes, et puis ensuite, le seul qui va y gagner, c'est de l'hôtellerie. En général, je n'ai pas du tout d'informations sur Imagiland, ce qui est prévu, mais en général, les parcs d'attractions se salent aussi sur l'hôtellerie. Dans le cas de Euro Disney, de Parc Astérix, c'est clairement au cœur du projet. Aujourd'hui, ils font dormir, ils vous vendent un lit pour la nuit, et c'est exactement ce qui renfloue les caisses. En fait, c'est même pratiquement le premier palier. C'est-à-dire que quand vous décidez d'y aller, à moins d'être parisien, si je prends le cas d'Euro Disney, vous commencez par vous demander si vous allez dormir sur place ou pas. C'est la première question que vous allez devoir vous poser. Sinon, vous faites qu'une demi-journée et vous savez que vous avez du trajet avant, du trajet après. Si vous voulez le niveau 1 du rêve, vous allez prendre une chambre. Si vous voulez le niveau 2, vous allez prendre une suite, etc. Et puis maintenant, Euro Disney, c'est 2 parcs, donc l'idée de prendre un hôtel devient encore plus indispensable. La fameuse frustration dont on parlait tout à l'heure, où je vois certains manèges, je les vois dépasser, mais je n'ai pas le temps d'y aller, donc j'irai demain. Peut-être que dans un premier temps, c'est pas ce que Imagiland fera. On peut supposer quand même que ça sera... Enfin, je me mets à leur place, si on veut faire des recettes, ça me semble nécessaire d'envisager cet aspect. Mais peut-être que c'est là où la collectivité a une carte à jouer en disant non, vous ne construirez pas d'hôtel, vous allez utiliser les nôtres. Pour avoir régulièrement, journalistiquement, œuvré dans les rues d'Angoulême en janvier, il n'y a pas assez d'hôtels. On le voit chaque année, le festival, c'est aussi une manière de loger chez l'habitant. Je l'ai fait plus qu'à mon tour, donc je sais que ça marche comme ça. Si vous aviez des grands consortiums hôteliers un peu partout, ça se saurait. Si vous vouliez construire des hôtels, il va falloir le faire en parallèle. Et là, pour le coup, c'est une autre somme à débloquer, c'est un autre impact sur l'environnement, c'est une autre réflexion sur ce que doit être Angoulême en tant que région, en tant que zone. Et puis, alors on parlait du coup de ce qu'il y a à perdre ou ce qu'il y a à gagner. L'attractivité commerciale, donc j'en suis pas 100% convaincu. L'argent public, on l'a dit, c'est pas obligatoire qu'il soit perdu, mais quand même, il y a une forme d'influence ou d'aide de la communauté ou de la collectivité qui se perd. Il y a un risque environnemental qui est quand même notable. J'ai dit risque, à voir comment c'est traité. Il y a une forme en cas de faillite, il y a une forme de démotivation qui est assez dure. Alors je veux pas commencer à faire le chat noir sur un projet qui n'a même pas posé sa première pierre et qui n'est pas signé aujourd'hui, mais on peut quand même regarder ce qui s'est passé chez les autres. Sur une dizaine de parcs qui ont été créés avant Euro Disney, donc 92, 94 si je me souviens bien, entre 88 et l'ouverture de Euro Disney, il doit y avoir une dizaine de parcs qui ont ouvert un peu partout en France. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui ont directement fait faillite dans les 2 à 3 ans. Celui auquel je pense toujours, c'est l'île Homme, qui était fait, comme son nom le suggère, près de Lille, qui devait être un grand parc sur l'histoire de l'homme depuis ses origines, un petit côté préhistoire, tout ça, revisiter Lucie, les grottes. Tout cet aspect-là, il était sympa sur le papier, finalement il n'a pas convaincu tant que ça les gens, et qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve à avoir investi beaucoup pour quelque chose qui n'a pas décollé. On visait, à l'époque, le projet visait 100 hectares. 100 hectares, c'est plus que 2 fois le parc Astérix aujourd'hui.
je crois. Non, ils sont peut-être à 70 hectares. Donc, on va dire que c'est quand même plus que ce que le parc Astérix avec 10 ans d'expérience. C'est énorme. Bon, on va dire qu'ils s'étaient trompés. Ils n'avaient pas assez de recul. N'empêche qu'ils avaient de très grandes ambitions, ils avaient confiance. Et ça n'a pas suffi. Ils étaient beaucoup plus proches de l'Allemagne que vous ne le saurez jamais. Alors, ils n'auront pas les Espagnols, mais les Allemands se déplacent. Et les Néerlandais aussi. Ils n'ont pas peur de prendre une caravane et de partir. Du coup, ça aurait pu marcher. Ça n'a pas marché. Si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des infrastructures que cette fois-ci, on ne peut pas ramener à l'état de nature. C'est beaucoup trop difficile. Mirapolis, que j'ai visité, qui a été fait du côté de Cergy, a vraiment utilisé des champs de betteraves, pour reprendre l'expression du créateur, en disant ici on va construire notre palais. Ici on va construire un grand centre qui va à la fois plaire aux enfants, les éduquer, parce qu'il y a un aspect culturel dont on n'a pas parlé, mais qui est très fort. On dit qu'on vend de la culture à travers le rire. Un peu comme certaines séries ou certains jeux vidéo pourraient vous apprendre l'histoire de France. On est en train de dire que là, vous allez déjà mettre un pied dans la bande dessinée, dans le grand univers qu'est la bande dessinée, en venant faire des manèges. Pourquoi pas, d'une certaine façon. Mais en vrai, ça n'apprend pas tant que ça. Mirapolis se targuait de prendre l'histoire de France à travers ses auteurs de contes et légendes, Rabelais, La Fontaine, les fables donc. Cet aspect-là était très sympathique, mais je pense que très peu d'enfants qui sont entrés dans la grande statue de Gargantua se sont dit derrière « j'ai envie de lire Rabelais ». Peu probable. Ça sera peut-être un peu plus vrai sur de la bande dessinée, ça sera quand même difficilement convertisseur en termes culturels, pour dire ça comme ça. Donc on en arrive à une question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une faillite? On se retrouve avec un terrain qu'on ne pourra pas récupérer parce qu'on ne peut pas faire retourner la nature de la voirie souterraine, des réseaux souterrains et de la voirie avec de l'asphalte, du béton, du ciment. On ne peut pas, non. Alors, après, encore une fois, environnementalement parlant, à moins qu'il y ait des constructions en bois, etc., mais ça reste compliqué. Ensuite, il y a toute une partie de la population qui se sera impliquée physiquement, sur leur temps, notamment s'ils en ont fait un emploi, mais surtout moralement. Si on dit à des commerçants « on va vous faire venir du monde », ils l'attendent. Là, on vient de prendre 2 confinements et une année très difficile. Je pense qu'il n'y a pas un seul commerce en France qui se dit « moi, tranquille, moi, c'est bon, j'ai mon petit coussin de billets, je peux dormir peinard ». Non, tout le monde a besoin de repartir. Un projet comme ça, c'est très, très motivant. Donc, c'est très démotivant si jamais ça se plante. Méfions-nous de ne pas mettre la barre à n'importe où, parce que derrière, si l'argent ne coule pas, parce que c'est ça qu'on attend, presque plus que les visiteurs, c'est de l'argent. Si ça vient pas, c'est très délicat de s'en relever. Cette démotivation, elle peut aussi jaillir dans l'implication citoyenne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quiconque aura espéré de ce projet, parce qu'il a un hôtel, parce qu'il a un restaurant, ou parce que lui-même a un projet, mettons, qui soit pas architecte, mais disons menuisier, maçon, qui veut s'impliquer dans le parc et qui dit « moi, je suis prêt à faire certaines choses pour travailler en collaboration avec Vinci sur ce projet, enfin la filiale de Vinci », cette personne-là pourrait proposer ses services et va se dire bah, « du coup, ça me donne une visibilité pour la suite ». Pour la suite, et donc pour l'avoir non seulement à Angoulême, et le Grand Angoulême, mais peut-être me faire rayonner ailleurs. Si ça décolle pas, il n'y a pas de rayonnement, du tout. Le seul parc, à ma connaissance, qui a exploité proprement ces citoyens, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée avant, c'est le Puy du Fou, qui a dit dès le début, on va faire un grand projet bénévole où tout le monde, tous les entrepreneurs locaux pourront participer. Effectivement, donc du coup, ça reste bénévole. Est-ce que le but du Grand Angoulême est de créer une grande activité bénévole ou est-ce que le but c'est de créer un ruissellement financier comme on en parle régulièrement? Là encore, ça questionne. Donc, il y a un risque de déception. Et le risque de la déception culturelle vis-à-vis de Rabelais est moindre par rapport à ça. Or, je ne peux pas faire de la philosophie et je ne suis pas un politologue, c'est pas du tout mon secteur, mais il me semble quand même qu'on est dans une époque où les citoyens qui sont déçus génèrent des troubles, on va dire, qui se rattrapent pas facilement et qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher à la collectivité et à tous les Français. Ok. Eh bien, dernière question. Tu connais bien Angoulême et quelques auteurs et autrices qui y vivent et y travaillent. N'y aurait-il pas de meilleures idées pour promouvoir les artistes locaux et la BD d'aujourd'hui, en fait? Ah, oui, il y a sûrement des tas de bonnes idées pour la bande dessinée, ça c'est très probable.
J'ai beaucoup ou assez œuvré dans le milieu de la bande dessinée pour voir l'étendue de ce qu'est la bande dessinée française. On dit souvent franco-belge parce qu'on est très très proche de nos cousins et qu'il y a il y a un vrai lien entre ces deux bandes dessinées. Mais Angoulême a prouvé aussi qu'on pouvait créer, tisser des liens avec la bande dessinée de partout par le monde, la BD américaine qu'on appelle comics, le manga, très 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 réputé. D'ailleurs, on pourrait presque s'étonner de faire un parc sur des personnages qui sont beaucoup plus tradis, j'ai envie de dire, et assez anciens aujourd'hui, peut-être jugés rassembleurs, alors qu'en fait, n'importe quel Angoumoisin qui se balade dans les rues en janvier, pendant le festival, sait que ce qui galvanise le plus et ce qui ramène le plus de public aujourd'hui, c'est le manga, de très loin. Et si on peut faire déplacer des familles pour voir Boule et Bill, ou comme Astérix a pu le faire aussi dans son secteur, il est très clair que les revues qui se vendent le plus dans un cadre de bande dessinée, ce sont des mangas aujourd'hui. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire lesquels, puisque je ne suis pas très doué sur One Piece, Pokémon et autres, mais c'est quand même ça qui fonctionne. Donc à partir du moment où on fait ce choix-là, déjà on ne va pas dans un sens populaire ou grand public, parce qu'aujourd'hui c'est pas là que sont les lecteurs. Pareil, si on citait une des bandes dessinées qui a le mieux marché sur les 20 ou 30 dernières années, on pourrait prendre Landfeust, médiéval, fantastique et très français, avec un humour à la française et des références qui faisaient un peu honneur à nos comiques, que ce soit Les Nuls, Les Inconnus et compagnie. Donc ça, c'était imaginable aussi. On aurait très bien pu aller tirer du côté également de Torgal, plutôt belge d'ailleurs que français, mais là encore, on a quelque chose de rassembleur. Il s'avère que le projet est porté, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser leur licence, mais le projet est porté par quelqu'un qui a des liens avec Média Participation, si je ne me trompe pas. Donc, on est sur un certain catalogue. Là encore, on ne peut pas lui en vouloir. Après tout, si quelqu'un voulait faire un parc Torgal, il fallait qu'il se dépêche. Il a raté son tour, ainsi soit-il. Le truc, c'est que la bande dessinée ne se limite pas à ça. On a d'autres choses à montrer, et je crois en plus que vous avez des infrastructures qui le font assez bien. Il y a des musées, il y a le palais, la cité Mébius, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même des infrastructures qui font ce travail-là. Il y a des médiathèques qui font ce travail-là, il y a des tas de gens qui travaillent autour du livre, par le festival ou non, qui savent présenter. Un livre, c'est s'asseoir dans un coin avec un bouquin. Une BD, c'est comme ça qu'on la voit. Je me souviens encore, quand j'étais môme, d'avoir vu des tas de gamins assis dans les couloirs de la FNAC, lire des BD, dévorer des BD. Donc, la bande dessinée, on n'imagine pas un parc. Par contre, ce qui est dedans peut très bien s'exploiter à travers des tas et des tas de structures, pas que manège. Pour ça que j'ai beaucoup évoqué le numérique. Il y a des tas de choses à faire avec ça. Mais les personnes les mieux placées pour en parler, ça va être des éditeurs, qui connaissent très bien ça, et des auteurs qui connaissent le fond. Certains ont déjà travaillé des alternatives à la bande dessinée. Alors du coup, on parle plus de bande dessinée, mais en même temps, on parle de parc d'attraction. Il y avait une époque beaucoup le Turbo Média, qui était une BD animée, pas tout à fait une bande dessinée. On a beaucoup parlé de la BD numérique depuis 10 ans, savoir ce que ça pouvait donner. On imagine très bien les liens avec le jeu vidéo, on imagine très bien le lien avec le numérique. Beaucoup de bandes dessinées ont servi à faire du dessin animé vulgairement ou des films d'animation. Il y a des tas et des tas de choses qui peuvent être faites dans ce domaine, et peut-être qu'Imagiland veut aller vers ça. Le truc, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui savent faire ça. Or, à ce jour, Imagiland n'a pas parlé de tout ça. Donc, je ne veux pas les ramener à simplement faire des manèges de forains, mais mine de rien, on ne nous a pas dit grand-chose dans ce domaine. Peut-être qu'ils ont des innovations telles qu'ils ne veulent pas aujourd'hui griller leurs cartouches, et qu'il est trop tôt. Après tout, comme on l'a dit, ce projet n'est pas signé. Moi, ce que je peux dire avec ma petite expérience, qui est le reportage que j'avais fait sur ces anciens parcs, c'est toujours pareil, c'est regarder ce qui n'avait pas marché pour éviter ça. Puisqu'on ne peut pas dire ce qui va marcher, je suis pas Madame Irma avec une boule de cristal, et je ne sais pas ce que Imagiland va ou non faire. Mais ce qui n'a pas marché, je peux vous le dire. Tous les parcs qui n'ont pas fonctionné sont des parcs qui ont mis en avant un thème, et ensuite ont fait de la billetterie. Ils ont fait venir des gens de toutes les manières possibles. Je me souviens que le fondateur de Mirapolis me disait, la première année, on a fait des manèges et des tas de choses fabuleuses. Ils avaient bossé avec une architecte dingue, Anne Fourcade, qui avait fait des constructions formidables, basées notamment sur le nombre d'or, vous savez, des constructions qui donnaient envie de s'ouvrir à d'autres choses. C'était presque, en voyant ces plans, c'était presque les jardins de Versailles. C'était un truc assez dingue. J'en profite pour rappeler que mon confrère Abdel de Bruxelles, qui a dessiné, je ne sais pas si je l'avais cité tout à l'heure, le reportage dans la revue dessinée, avait vraiment
lui, pris plaisir à retrouver ces éléments-là et à les dessiner. Donc, un auteur de bande dessinée avait compris à travers un parc qu'ils avaient des choses en commun. Sauf que la majorité des parcs se sont plantés parce qu'ensuite, ils ont voulu faire juste venir des gens. Donc, vous ne pouvez pas tous les jours racheter un manège ou reconstruire un manège, donc vous allez trouver n'importe quoi. On va faire de l'animation, on va faire venir des personnalités. À Mirapolis, on a fait venir Carlos, qui chantait, on a fait venir Johnny, qui faisait des manèges, paix à leur âme à tous les deux, mais je doute qu'aujourd'hui, ça ferait vraiment, vraiment mieux de faire venir n'importe quelle chanteuse R&B dans un parc d'attractions. Je ne pense pas que ça soit le but. Faire venir les auteurs, ça pourrait être intéressant, mais là encore, on ne nous a pas parlé de ça. Du coup, il va falloir aller creuser dans le secteur de la bande dessinée si on ne veut pas se limiter à simplement faire d'une thématique un décor. Il ne s'agit pas d'avoir des pages de BD sur les murs pour faire de la bande dessinée, et ça ne suffit pas à servir au milieu de la bande dessinée. Donc c'est bien ça, à mon avis, la grande leçon des faillites des parcs d'antan, c'est de ne pas se limiter à un décor, mais à vraiment avoir une thématique qui soit forte, qui soit présente dans tout ce qu'elle fait. Or, si cette thématique c'est la bande dessinée, alors il faut la faire main dans la main avec des auteurs. Et aujourd'hui, c'est pas ça que j'entends. Si on veut œuvrer pour la bande dessinée, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, soit il va falloir nous présenter des innovations vraiment nouvelles dont on n'a pas entendu parler, et je serai le premier bluffé, et croyez-moi, journalistiquement, je serai le premier à vouloir y aller. Sinon, on va refaire un parc d'attractions de manège, et on fera rien pour la bande dessinée. Et pour le coup, vous avez déjà largement de quoi faire pour la bande dessinée. Vous êtes peut-être même la ville d'Europe qui a le plus d'outils pour œuvrer pour la bande dessinée, pour les auteurs, pour les éditeurs. Je pense qu'il y a plus de choses à faire par là. Ok. Bah, super. Super, merci beaucoup Hilaire. À Merci bientôt. beaucoup, Merci à ouais. vous, merci de votre temps.